On a la chance d'avoir avec nous au point cet après-midi Tariq Krim. Alors Tariq, beaucoup de gens le connaissent parce que Tariq, tu as créé pas mal d'entreprises sur Internet. Tu as créé NetVibes, Joli Cloud. Tu as été vice-président du Conseil national du numérique. Et tu reviens aujourd'hui avec un nouveau projet, Dissident.ai. On va bien sûr en parler. On t'a invité, Tariq, également pour commenter, pour réagir à une interview que tu as donnée dans le Point, dans le Postillon. Il faut limiter certaines technologies avant qu'il ne soit trop tard et qui a suscité pas mal de réactions en ligne. Ça a été tweeté, retweeté. Tu as eu des réactions des politiques aussi. Tu pourras peut-être nous en parler. En fait, je voulais, pour une première question, te faire réagir à cette phrase que j'aime beaucoup. Parce que je crois qu'un des buts de Dissident, c'est de reprendre le contrôle sur notre vie numérique. Et tu dis dans l'interview, nous entretenons une relation symbiotique avec nos applications. Nous avons autant besoin d'elles qu'elles ont besoin de nos données. Bah déjà, avant tout, bonjour et puis merci de me recevoir dans cette maison. Hein. C'est effectivement, c'est un article que j'ai mis du temps à écrire parce que c'est un sujet. Je réfléchis à ça depuis des années. Euh, Quand j'étais beaucoup plus jeune et au début des années 90 et du web, on pensait que la technologie allait être quelque chose de fantastique, ça allait changer le monde en bien. On ne se posait pas du tout la question de savoir si il y avait des défauts, s'il y avait des choses qui allaient être des négatifs qui allaient apparaître. Et puis depuis quelques années, en fait, depuis l'apparition notamment des téléphones, je pense qu'on commence à voir que les choses, enfin, on l'a vu avec l'élection de Trump, avec le Brexit, avec ce qui s'est passé en Birmanie, que la technologie sans contrôle a des conséquences inattendues et pas celles qu'on imaginait. Alors l'idée de cette relation symbiotique, c'est qu'en fait, c'est très drôle, c'est qu'il y a maintenant 10 ans, quand Steve Jobs a finalement inventé l'iPhone, au départ, il n'avait pas du tout la même vision que celle qui a été mise en œuvre. Il voulait faire un truc très simple, très fermé. Et ensuite, un an plus tard, il a changé la vie, il a décidé de faire l'App Store et donc de permettre à n'importe qui d'avoir une application sur le téléphone. Alors, c'est le problème des plateformes, hein, c'est le cas aussi avec Facebook. Moi, quand on était à l'époque, quand j'étais à NetVibes, j'ai eu la chance d'être un des tout premiers à avoir un iPhone. Et puis la deuxième chose que j'ai fait en ouvrant la boîte, c'est comment on fait pour être sur ce truc. Et c'est la question que tout le monde s'est posée. Et le problème, c'est qu'il y a 10 applications par écran. Et avoir un peu d'espace, de surface sur ce téléphone, ça devient à un moment donné, si cet outil devient un outil qu'on utilise tous les jours, une question de vie ou de mort. Et donc tout le monde a voulu avoir son app. Tout le monde a fait tout ce qu'il pouvait pour exister sur l'iPhone et puis ensuite, un an plus tard, sur Android. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand soit on a une application qui est essentielle, qui fait partie de la vie, hein, les SMS, les notes, le browser, curieusement, la musique, mais curieusement, en fait, toutes ces applications étaient au départ développées par Apple. Donc, il a fallu que d'autres sociétés comme Facebook, comme Twitter, comme Foursquare, comme Google essayent d'être présents sur le téléphone à tout prix. Et une des raisons pour en fait créer cette sorte d'attention sur le téléphone, ça a été de s'assurer que finalement les gens seraient hooked, comme on dit aux États-Unis, complètement plugués sur son application du matin au soir. Et donc quand on n'utilise pas une application, l'usage descend et on a tous des dizaines d'applications sur son téléphone qu'on n'utilise plus du tout. Et donc, un des moyens de se rappeler à nous, c'est les notifications, c'est d'être présent en permanence et de dire « Ah, j'existe, il faut absolument que vous utilisiez mon application ». Et c'est là qu'on s'est retrouvés il y a quelques années, on se rappelle tous, on avait à chaque fois qu'on était dans un dîner, on a des dizaines de notifications qui servent à rien, mais c'était une des méthodes utilisées par les applications pour exister. Avec le temps, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment que tous les gens qui ont développé sur Instagram, Facebook, viennent tous de la même école à Stanford de Persuasive Design, qui est en fait, l'idée c'est d'apprendre à construire des expériences addictives. Et on peut comprendre pourquoi, puisque finalement, je suis à table, j'ai une notification, je prends mon téléphone, Instagram, je vais aller sur Instagram, je vais passer 1, 2, 3, 4, une pub. Donc en fait, juste avec un simple geste, le simple fait d'avoir levé mon téléphone, je génère de l'argent pour Facebook de manière passive. Et donc, ce
qui est toujours le cas, c'est qu'on se dit, tiens, je vais regarder un petit peu, et puis en fait, on continue, et puis à un moment donné, on se dit, ah, mince, je viens de passer 5 minutes, j'ai perdu 5 minutes. Et toutes les applications ont été pensées pour ça, parce que elles doivent exister et elles ne peuvent pas être enlevées du téléphone. Et donc, pour être sûr qu'on ne vous enlève pas, on vous rend addict. Oui, tout à l'heure, tu citais Hooked, et c'est le titre d'ailleurs d'un bouquin, d'un livre de Nir Eyal, et qui montre bien à quel point le processus d'effort et de récompense qui font que, on revient souvent aux applications. Est-ce que tu pourrais nous parler également du temps qu'on passe aux applications et comment reprendre le contrôle du temps? C'est un des problèmes de l'éthique, entre guillemets, c'est qu'effectivement, les applications ont été pensées soit par rapport à un tiers, donc publicité. À chaque fois qu'on prend son téléphone, on doit voir à un moment donné de la publicité, de manière passive, de manière active, mais c'est important parce que ça passe, c'est un compteur, et donc c'est ce qui fait les revenus incroyables, soit de Facebook, et également de Google. Mais ce qui est intéressant avec Facebook, c'est qu'en fait, on fait de l'argent simplement en déplaçant le pouce, alors que pour Google, il faut faire une recherche, cliquer sur la publicité. Donc, Facebook et Instagram ont construit une version encore plus simple pour générer de l'argent. Et donc, l'un des problèmes que l'on a, c'est effectivement que les applications ne sont pas pensées par rapport à nous, elles sont pensées soit par rapport à des tiers, soit dans les logiques de temps, puisqu'aujourd'hui, une des mesures du succès d'une application, c'est le temps passé. Un peu comme la télévision, finalement, c'est exactement le même modèle. Et donc, on essaye de gagner des secondes par-ci, des secondes par-là, et effectivement, ça a un impact sur nos vies, parce que le temps est la seule chose non compressible de nos vies. Mais surtout, on essaye de tromper l'utilisateur avec des petites astuces en permanence, donc soit des notifications vraiment spécifiques, soit en manipulant les émotions. Il y a une photo, de quelqu'un qu'on aime bien, qu'on n'a pas vu depuis des années. Hop, elle va réapparaître à un moment opportun. Et, c'est super. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tout de suite, on se sent un peu. Et donc, ça crée ce désir, et ça crée donc une addiction. C'est un peu le modèle des machines à sous, hein. Quand on arrive dans une salle avec des machines à sous, la règle, c'est qu'on entend toujours les pièces tomber, parce que ça veut dire que quelque part, c'est un peu l'argent que vous auriez pu gagner qui est en train de tomber. Donc, il faut absolument aller. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend son téléphone, on a l'impression qu'on a raté quelque chose, ou qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Enfin, c'est quand même très retors, hein. C'est très difficile de couper, quoi, de se déconnecter. Alors, juste avant de parler de Dissident, qui est quand même une nouvelle proposition, et puis on parlera aussi du souci que tu as de l'utilisateur, je trouve ça très intéressant. Il y a un autre combat, quelque chose qui tient à cœur, c'est de mettre en avant les développeurs français, des développeurs qui sont souvent derrière des applications très connues, mais on le sait pas toujours très bien, hein. Il pourrait avoir encore davantage de succès. D'ailleurs, pour la version en ligne, hein, de cet article, de cette interview, on a renvoyé vers un rapport que tu avais présenté il y a quelques années, où tu mettais en avant les développeurs français. Au point, on avait fait une enquête, c'est Marie Bordet qui avait signé des portraits de développeurs. Pourquoi c'est important de mettre en avant les développeurs français? Je pense qu'en fait, c'est très drôle, hein. Quand on parle de la France à l'étranger, quand on parle de cinéma, on peut se dire une version française du cinéma, c'est Truffaut, tu vois, la Nouvelle Vague, pareil dans la gastronomie, pareil dans le luxe, pareil dans la musique, pareil dans quasiment tout. Et dans la technologie, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'école française, que finalement, les mauvaises langues diraient on copie beaucoup ce que font les États-Unis, mais on n'invente rien. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. On a une véritable expertise, on a les gens qui travaillent, en fait. Quand ils sont en France, c'est drôle, hein, ils sont dans des écoles, on n'en entend pas parler, puis ensuite ils travaillent chez Google, ils ont cofondé Android, l'iPhone, LinkedIn, Amazon, Google Cloud, etc., etc. Tu parles par exemple de Jean-Marie Hulot, qui est derrière l'iPhone, qui a été a priori, d'après ce qu'on sait, initié à Paris avant que le projet reparte en Californie. Donc on a toujours eu une bonne école de développeurs, des gens extrêmement bons, mais on n'a jamais su, en fait, valoriser ce talent à un point, alors qu'on le fait dans d'autres domaines, avec les chefs, avec les designers. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on a absolument toutes les ressources, toutes les expertises pour développer une école française,
pour développer une proposition de valeur. Parce que pour moi, la technologie aujourd'hui est politique. Il y a le modèle américain, il y a le modèle chinois. C'est des modèles qui sont totalement différents dans leur vision. Et aujourd'hui, entre les deux, il y a l'Europe qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Et la seule manière d'exister, c'est pour ça que j'ai toujours fait d'ailleurs des produits de ce qu'on appelle consumer, donc du grand public, c'est que le consumer, c'est aussi une vision politique. Soit on développe des outils pour émanciper les gens, soit on développe des outils pour les emprisonner dans des bulles, ce qui a été le cas un peu avec Facebook pendant l'élection et avec le Brexit et avec toutes les élections où on s'est rendu compte que les gens n'avaient aucune capacité d'analyse, c'est-à-dire que leur vision du monde était basée sur des informations totalement fausses. Alors qu'à côté, il y a des choses comme Wikipédia, enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui leur auraient permis de pouvoir changer leurs opinions. Mais comme les outils sont faits pour nous mettre un peu dans des tunnels, c'est totalement différent d'ailleurs de la vision française. On adore le débat contradictoire, on aime bien on n'est jamais d'accord sur plein de choses, mais on n'a jamais eu de logiciel, ou même tu regardes les choses comme Dailymotion, où on a appris à consolider ce débat. Et c'est dommage parce que on a largement les moyens de développer ces produits, il faut les soutenir. Et je pense que c'est vraiment au-delà d'une question technique et de savoir-faire ou de VC ou de financement, c'est une vision politique. C'est-à-dire que si la France n'émerge pas dans le numérique et n'invente pas sa vision du monde, ça veut dire qu'on utilise la vision des mondes d'autres gens. Et si on se plaint, on n'a que nous pour... voilà, c'est vraiment un sujet important. En autre Français talentueux, il y a Yoshua Bengio, par exemple, qui est un des Français, un des pères de l'intelligence artificielle, qui est l'idole de Yann Lequin, qui lui-même est le responsable chez Facebook de l'intelligence artificielle. Mais tu en avais cité d'autres, hein, des développeurs qui sont derrière des innovations intéressantes. Peut-être tu peux en redire un petit mot. Et puis surtout, comment on pourrait davantage les mettre en avant? Comment on pourrait structurer davantage la tech française? C'est que c'est difficile, mais peut-être tu as sans doute des idées là-dessus. En fait, c'est compliqué parce que à la fois les différentes sociétés que j'ai fait, on s'est toujours retrouvé en frontal avec Google, et à chaque fois, l'État a choisi les acteurs US et pas. C'était le cas avec le précédent gouvernement où en fait, au moment où on faisait Jolly Cloud, on faisait une plateforme J'avais monté une équipe top-notch. C'est vraiment la meilleure équipe possible pour faire ça. Et puis ensuite, on découvre à la télé que le gouvernement, finalement, va travailler avec Microsoft. Enfin, on apprend beaucoup. Il y a, si tu veux, cette forme de... On a un manque de confiance, on a un complexe d'infériorité. Et c'est vrai que sur les questions maintenant d'intelligence artificielle qui deviennent à la fois essentielles parce qu'elles vont à la fois simplifier le monde dans lequel on est, mais aussi le réorganiser d'une certaine manière. Et donc, c'est très important de comprendre comment ça peut se faire. Et en France, on a un des piliers, je pense, dans le développement informatique, hein, c'est notre héritage jacobin, c'est l'État. Et l'État devrait montrer l'exemple dans sa façon de développer, dans sa façon d'inventer le futur. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on voit des articles que tu as écrits ou que d'autres ont écrits, c'est le projet Quero, le projet Louvois, enfin toutes ces catastrophes, ces désastres où en fait on considère que la technologie c'est le truc, on fait un cahier des charges énorme, qu'on passe la patate chaude à une société, une SS2I qui va... Et donc on a l'impression que la technologie est en fait le dernier élément, alors qu'en fait c'est le cœur du sujet. Et il faudrait que ces développeurs soient dans les ministères, conseillent à la fois le président, le fameux CTO, qui malheureusement n'existe plus. Tu peux en dire un mot, parce que je crois qu'il y a des exemples réussis de CTO. Est-ce que ça veut dire? Aux États-Unis, c'est à l'époque pré-Trump, c'était effectivement très intéressant. Mais l'idée du CTO, c'est qu'en fait, on prend Chief Technology Officer. Chief Technology Officer, qui a dans quasiment toutes les entreprises, hein, la personne qui est responsable de la vision stratégique. Quand on a, par exemple, quand le président veut faire une manœuvre militaire ou aller en guerre quelque part, il a son chef d'état-major. Son chef d'état-major connaît parfaitement les rouages de l'armée, connaît tous les généraux. Tu n'as pas le président de la République qui va appeler un général dans une base en Corse ou dans le sud de la France et lui dire, voilà, je voudrais aller... Non, il demande à son chef d'état-major qui va appeler tout le monde, qui va réfléchir à une stratégie et qui va la proposer. Et ensuite, le politique, qui en général ne connaît d'ailleurs rien aux affaires militaires, va suivre ou non. Et pour la technologie, ça devrait être la même chose. On devrait
quand on a des projets, quels que soient les projets, d'ailleurs, réforme des retraites, des questions liées au travail, à la réinvention de la sécurité sociale, enfin, tous les projets importants nécessitent une composante technologique. Et donc, si cette composante technologique n'est pas anticipée en amont, et s'il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'expliquer en des mots clairs, soit au président, soit au Premier ministre, voilà les directions qu'il faut prendre. Si on ne prend pas ces directions, ben, on aura soit du retard, soit on ne pourra pas mettre les choses en œuvre. Et cette personne, malheureusement, elle est diluée en 3-4 personnes à des niveaux beaucoup plus bas et qui n'ont pas forcément l'oreille et surtout la vision globale stratégique. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors, il y a pas de fatalité dans la manière d'innover, en matière de politique d'innovation. On voit des conseils qui, espérons, inspireront peut-être des décideurs. Et il n'y a pas non plus de fatalité dans la manière de consommer Internet, j'ai envie de dire. Et tu popularises, tu expliques une notion de slow web. Est-ce que tu peux nous expliquer donc tu dis dans l'interview que le slow web, c'est l'équivalent du mouvement éco-gastronomique Slow Food pour la technologie. C'est une alternative éthique de l'Internet. C'est quoi le slow web? En fait, je voulais juste, avant, revenir un peu sur la question que tu posais et rappeler que derrière la question du CTO, il y a aussi la question de la politique industrielle et puis le fait qu'aujourd'hui, cette politique industrielle dans le numérique est en tout cas difficile à voir. J'arrive pas à voir où est-ce qu'on va et pourtant j'ai l'impression d'être au cœur du sujet. Il y a aussi donc la question de ce complexe d'infériorité qui est lié aussi à des choses comme par exemple la nomination du patron de Cisco, hein, qui est quelqu'un qui, par ailleurs, est quelqu'un que j'admire parce que c'est un CEO incroyable, mais dire qu'on va prendre le patron d'une grande boîte américaine comme ambassadeur, c'est-à-dire représentant la France, alors qu'on a des dizaines de personnes qui auraient pu avoir ce rôle, ça te montre à quel point on a un complexe d'infériorité qui se traduit dans l'acceptation de modèles qui ne sont pas forcément les modèles sur lesquels on travaille. Le modèle de big data, d'analyse permanente, qui est un peu le modèle des US aujourd'hui, où constamment tu es analysé, constamment on va suivre ce que tu fais. Alors tu es dans le modèle chinois, qui est un modèle où non seulement tu es analysé, mais en plus tes actions personnelles peuvent avoir un impact sur ta capacité à te déplacer. Et le slow web, en fait, c'était l'idée de se dire qu'à un moment donné, il doit forcément exister une façon différente d'utiliser la technologie, une façon qui est en phase avec notre cycle personnel. Hein. Là, je mets par exemple, il y a 5 ans, nos téléphones étaient toujours comme ça et les gens étaient en permanence, te parlaient et puis en fait, ils ne te regardaient plus, ils sont là avec... Maintenant, systématiquement, on met nos téléphones de l'autre côté. C'est une façon de dire, j'ai du temps pour toi. C'est aussi l'idée, par exemple, qu'une application comme Netflix, à 2 heures du matin, quand tu es en train de regarder des séries en binge-watch, comme on dit, devrait, avant de te dire, regarde l'épisode suivant, il est 2 heures du matin, peut-être que vous devriez aller vous coucher, parce que vous vous levez tôt demain et vous n'aurez pas assez de sommeil. C'est aussi l'idée que les applications ne jouent pas en permanence avec tes émotions en te disant... Tiens, si je te montre quelque chose qui va te faire du mal ou qui va te rendre triste ou qui va te rendre euphorique, je sais que d'une certaine manière, je contrôle les quelques prochaines heures de ta vie parce que tu vas repenser à ce truc en disant « Waouh, ah ouais, quand même ». Alors qu'on pourrait être uniquement dans une logique d'assistance, d'être un compagnon numérique et non pas une sorte de domination. Et donc l'idée du slow web est très, très proche de celle de la nourriture parce que finalement... La technologie comme la nourriture, c'est des choses qu'on ingère tous les jours. Et ce qu'on ingère aujourd'hui sur certaines plateformes n'est pas toujours très digeste. Et on se rend compte aujourd'hui que ça a des impacts sur la santé. Par exemple, aux États-Unis, la dépression chez les adolescents. Il y avait ce fameux article là, de The Atlantic sur de iGen. C'est terrifiant ce qu'il te raconte sur le fait que les gamins veulent même plus sortir de chez eux. Ou quand ils accompagnent leurs parents au centre commercial, ils sont derrière, scotchés sur leur téléphone. T'as plein de choses qui ont l'air pour des gens comme nous, qui ont l'air d'être pas éthiques. Et pour l'instant, le discours qu'on a, c'est au-delà du I am sorry, c'est qu'en fait, on se rend compte que Marie Meeker a fait sa fameuse présentation il y a 2 jours, que le nombre de téléphones qu'on vend est en train de tomber à zéro. Il n'y a plus de croissance dans les téléphones, que le nombre d'heures qu'on passe par jour sur son téléphone est aussi arrivé à une...
Je crois qu'on est à 5 heures ou 6 heures, donc on est arrivé à une limite. Ça, c'est en moyenne, hein, il y a des gens qui sont bien au-delà. Et donc, il va falloir commencer à consommer moins, consommer mieux. Et c'est cette idée, en fait. C'est l'idée aussi que le slow web, c'était pas comme le slow food, c'est pas uniquement comment tu consommes, mais aussi comment tu penses les applications, comment tu inventes quelque chose qui soit beaucoup plus naturel et qui soit beaucoup plus en relation, en phase avec ton propre cycle. Aujourd'hui, je pense que la technologie nous rend fous parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas à s'arrêter, c'est que ces applications ont été pensées by design, comme on dit, pour ne pas pouvoir les arrêter. Très bien. Alors, en ce moment, un gros chantier, donc c'est Dissident. Je crois que vous êtes en train de le créer. Vous avez, ça pourrait ressembler à quoi Dissident dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, le Dissident de tes rêves, et qu'est-ce que l'utilisateur pourra faire? Alors l'idée en fait de Dissident, c'est de se dire on avait envie de redevenir dissident de ce monde qui est uniforme. Moi j'ai eu la chance il y a des années de travailler à Radio Nova avec Jean-François Bizot et j'ai découvert un monde de culture incroyable. Et je pensais au départ que l'Internet allait être un monde de culture incroyable. Et aujourd'hui, quand tu regardes, en fait, on a restreint les catalogues. Tu vas sur Netflix. Netflix te met en avant que ses propres productions, parce qu'évidemment, ça leur coûte moins cher. Spotify, maintenant, fait la même chose. Donc, en fait, on se retrouve 20 ans après les débuts de l'Internet, avec un Internet plus petit que ce qu'il était au début. Donc, il y a cette première idée qui est de pouvoir redécouvrir toutes ces choses que les outils actuels, c'est pas qu'ils nous empêchent de les découvrir, c'est qu'ils mettent notre attention ailleurs. Donc, cette idée de pouvoir se souscrire à des dizaines de choses différentes du monde entier, que ce soit dans la musique, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, le monde de ce que nous propose Google ou Facebook, si tu n'as pas quelqu'un dans la journée qui te poste quelque chose d'intéressant, il n'y a rien d'intéressant sur ton Facebook. Donc tu es totalement, j'allais dire, lié à ce que ton écosystème fait. Or, l'Internet, c'est aussi un outil de recherche, de découverte. Donc on a construit cette idée pour à la fois ses données personnelles, donc pouvoir réorganiser sa vie, ses fichiers, quels qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Nos trucs sont dans 20 services différents et au bout du compte, en fait, tu ne sais plus où et quoi. Et en fait, ils sont dans 20 services différents, pas parce que tu voulais que ce soit dans 20 services différents, mais c'est que tu as mis tes photos sur Flickr. Après, Flickr a arrêté, a été racheté par un tel. Tu dis, bon, mes photos sont là-bas. Tu as Google, tu as Dropbox, ensuite tu as Google Drive parce que tu as acheté un téléphone Android. Bon, j'ai Google Drive. On t'a donné un Tera sur machin parce que tu as acheté un Chromebook ou et puis tu as le boulot, tu as ça, tu as ci. Et au bout du compte, tu te rends compte que finalement, ta vie est sans dessus-dessous et tu n'as aucun contrôle déjà sur ce que tu possèdes. Donc notre idée, vraiment, c'est de redonner du sens, permettre aux gens de réorganiser, un peu comme quand tu ranges ta chambre, ton appartement, et tu as l'impression à un moment donné que tu vois un peu mieux où tu vis. Et on se dit que si on arrive à faire ça, eh ben on arrivera peut-être à mieux retrouver un équilibre avec l'univers qui nous entoure. Ouais, très bien. C'est un peu se soustraire à la bulle que certains algorithmes voudraient créer pour toi, et c'est retrouver le contrôle des données que tu as un peu éparpillées partout, et les ranger un peu comme tu veux. Je donne toujours l'exemple de l'hôtel et de la maison. C'est quand tu es à un hôtel, tu mets tout en dessous. Tu pars, tu reviens, on t'a remis exactement le plateau est posé exactement où il est. Ils ont une carte de la chambre, ils savent exactement où ils vont mettre le pot de fleurs. Tu peux rien changer. Alors que chez toi, tu as peut-être une chaussette qui traîne sous le canapé, mais c'est chez toi, tu l'organises de la manière dont tu veux. Et c'est un peu cette idée qu'on veut véhiculer à travers ce que l'on fait, c'est-à-dire remettre un environnement où tu te sens bien toi, parce que tu l'as choisi, et pas un système qui essaye, en testant plusieurs solutions, de voir ce qui sera le mieux pour toi, et qui nous, aujourd'hui, je pense, nous rend, encore une fois, un peu fou et complètement incapable de vivre correctement avec les outils qu'on a autour de nous. Retrouver pas mal de liberté, hein. Mettre un peu tout ce qu'on veut où on veut. C'était pas l'idée originelle de l'Internet d'avoir plus de liberté. Aujourd'hui, on est dans une sorte de prison. Comment s'appelle-t-il? C'est Nicolas Carr qui disait de glass cage, la cage de verre. Et je trouve que c'est d'une justesse incroyable. Les téléphones sont des prisons dorées. C'est une dystopie un peu comme dans le Brave New World, là, le meilleur des mondes, où en fait tu acceptes progressivement de limiter tes possibilités, mais comme c'est cool, comme c'est simple, comme tout le monde le fait, puis un jour tu te rends compte que finalement tu fais plus grand chose,
Et c'est ce qui m'a fait peur, et c'est pour ça que j'ai voulu lancer ce projet. À lire aussi le dernier livre de Andrew King qui est très intéressant sur How to Fix, sur la manière de régler ce genre de problème. Alors, dans l'interview, tu cites également Norbert Wiener, c'est extrêmement intéressant, et puis la doctrine Gerasimov, et tu vas jusqu'à dire que certaines technologies peuvent être dangereuses et qu'il faut en limiter la portée. Est-ce que tu peux dire ce à quoi tu penses et puis comment on peut s'en sortir en fait? Alors ça, c'est toujours compliqué, parce que quand on dit on va limiter la technologie, les gens te disent, oula. Alors je ne sais pas si c'est la technologie ou les usages. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas pris l'ampleur du problème. Ce qui s'est passé aux États-Unis, mais ce qui s'est passé finalement aussi au Brexit, un peu en France et dans tous les pays. Je donne toujours cet exemple où tu discutes avec quelqu'un et à un moment donné, la personne que tu as en face de toi est tellement énervée par quelque chose. Ça peut être toi, mais ça peut être autre chose qui n'a rien à voir, que quoi que tu lui dises, quelque argument rationnel que tu aies, elle ne t'écoute plus. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tu as 30 millions d'Américains qui sont dans cette situation. Tu as un nombre incroyable de gens en Angleterre qui sont dans cette situation. Donc on est dans un déni, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion sur des faits, de rationalité. Les politiques sont évidemment en plus incapables de rentrer dans ces débats. Et donc en fait, on se retrouve dans un moment très bizarre où des institutions qui ont leurs qualités mais aussi leurs défauts, aujourd'hui sont critiquées pour des choses qui n'ont aucun sens. Et donc la question que je pose, c'est ces technologies de manipulation comportementale qui font qu'en fait, au lieu de te permettre d'avoir toutes les informations pour comprendre et faire partie du débat, soit on te décourage, c'est ce qui a été fait aux États-Unis, hein. Il y a plein de gens, l'idée que tu peux hacker c'était le Parti démocrate, et donc de montrer ce que la plupart des gens savaient, c'est qu'il y avait une tambouille interne pour que Hillary soit mise en avant. Ça a permis de démotiver pas mal de gens qui votaient pour Bernie Sanders. Donc tu te rends compte qu'une des techniques aussi, c'est de démotiver les Noirs américains pour voter. Enfin, il y a eu plein de techniques qui sont assez effrayantes, parce qu'un jour, tu auras peut-être un homme politique qui s'adressera à 1 million de personnes avec 1 million de messages différents, personnalisés, qui exactement ce que tu as envie d'entendre, et personne d'autre que toi le saura. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Que fait le régulateur? Donc, on a vraiment on est à la fois au début de quelque chose, mais en même temps, si on est naïf et qu'on se dit les données personnelles, c'était un problème, le spam, les données personnelles, le fait qu'on... Mais la technique de manipulation qui est possible grâce au téléphone, au timing, si on ne fait rien, c'est assez inquiétant. On va profiter de t'avoir un tout petit peu, Tariq, et peut-être bien sûr pour prendre les questions. Et en attendant, tu voyages pas mal, hein, tu vas à pas mal de conférences, tu parles, parfois beaucoup t'écoutes également, tu lis pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des technos, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves intéressantes en ce moment? T'as donné des livres à lire tout de suite, mais est-ce que il y a des choses intéressantes que tu as vues récemment? Pour moi, la chose la plus excitante en ce moment, ça se passe aux États-Unis. C'est dans de nombreuses villes, des réseaux Internet alternatifs, réseaux en mèche, soit par du laser, soit par des micro-ondes, enfin des réseaux qui se construisent. Parce qu'à la différence, alors on oublie, mais en France, on a quand même une qualité de réseau incroyable. Hein. Pour 30 euros, quand tu dis aux gens que tu as 100 gigas en fibre ou même 30 mégas en ADSL, et aux États-Unis, les gens te disent « Ah bon ?» Et tu as plein de villes où aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué d'avoir de l'Internet haut débit que les gens se sont rassemblés, et puis avec ce qui s'est passé avec la fameuse neutralité du net qui est abolie, qui va faire qu'en fait, en gros, on aura de moins en moins de choix pour ces opérateurs, ont commencé à reconstruire leurs propres opérateurs Internet. Il y a des villes comme Détroit, et je trouve ça fascinant parce que, ça marche très très bien, et deuxièmement, ça montre que ces technologies sont aussi des choses que les gens peuvent s'approprier pour reprendre le contrôle de leur vie. Et justement, on en parlait tout à l'heure. Et que je trouve que c'est quelque chose d'assez positif. On dit également que les tycoons d'Internet, de technologie, ne mettent pas leurs enfants dans des écoles où il y a des écrans. Il y a notamment une école internationale, Waldorf, qui accueille beaucoup d'enfants de ces géants ou de ces patrons de techno, où il y a quasiment pas d'écran, justement. Quel conseil pour tous ceux les enfants d'aujourd'hui, quel conseil tu donnerais aux parents, et est-ce qu'il faut pas d'écran du tout? Est-ce qu'il faut
apprendre le code, comme on l'a dit à un moment, ou est-ce que c'est complètement idiot comme conseil? Montessori, apprendre à apprendre, est-ce que tu as un conseil dans ce sujet? C'est compliqué parce que, bon, déjà, je pense que chacun a sa vision de l'éducation. Je pense que, évidemment, c'est un mélange des deux. Alors, on parle toujours des tycoons de l'Internet, mais en fait, on ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est que Steve Jobs détestait avoir un ordinateur à la maison, avait une vision très minimale. Donc, il avait cette idée que les objets devaient être beaux, donc il n'en avait pas beaucoup. Euh, et, euh, et cette idée qu'il a toujours dit, qui m'a été quelque chose qui m'a marqué quand j'étais très jeune, il a dit que le jour où on comprend que le monde autour de nous a été fait par des gens comme vous et moi, ça veut dire qu'on peut le changer, ça veut dire qu'on peut changer les choses. Et ce qui est important, c'est que nous, quand on a démarré l'informatique, on démontait les ordinateurs, on apprenait, on savait que ce qu'il y avait à l'intérieur de ça pouvait être changé, pouvait être différent, on pouvait interagir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être le sentiment que les outils arrivent un peu déjà prêts, comme du réchauffé. On a juste à les mettre dans le micro-ondes et ça fonctionne. Donc, effectivement, je pense qu'il est important que l'on comprenne comment les choses marchent. Ça ne veut pas dire qu'on doit les comprendre en détail. Le code, à l'époque, je disais que c'est le latin. Le latin ne sert pas dans la vie actuelle, mais ça nous permet de comprendre le langage. Le code ne sert pas forcément à tout le monde, mais ça permet de comprendre les bases, de savoir que quand on va acheter un vol sur Air France, par exemple, il y a différents prix en fonction du temps, du moment, de la classe socio-professionnelle, et que donc tout ce que l'on voit à l'écran n'est pas une fatalité. Ça a été la décision de quelqu'un d'autre ou d'une machine, et qu'il faut être capable de le comprendre. Et ça, je pense que c'est quelque chose que toute la jeune génération doit apprendre. Sinon, la technologie, ça sera de la magie, quelque chose qui est donné, inné, qu'on ne peut pas changer. Je crois que ce serait très dangereux que ce ne soit pas le cas, qu'on n'ait pas une nouvelle génération de hackers. Reprendre le contrôle de la machine grâce à la compréhension des algorithmes et des éventuels biais. L'esprit maker aussi qui peut être important parce qu'on va déconstruire les machines, les reconstruire. Absolument. De toute façon, c'est un des débats. Hein, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui développent. Alors, on a deux problèmes. On a la capacité de développer, qui n'a jamais été aussi grande, et la capacité d'avoir un impact par rapport à son travail. Et là, c'est vrai qu'un des sujets, c'est que quand on a fait son app, quand on a fait son site web, comment exister dans un monde où il y a des milliers de choses, c'est très difficile, et c'est de plus en plus difficile. Et c'est là où je pense, par contre, que à la fois l'Europe doit intervenir et doit permettre de casser cette espèce de goulot d'étranglement où, en fait, c'est la vision de 15-20 sociétés, ça veut dire à peu près 1000 personnes, qui est devenue la vision dominante. Et ça, c'est pour moi qui ai toujours aimé développer, être libre sur le numérique, c'est quelque chose qui est souvent un peu insupportable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tariq. On te remercie. On te suit également sur Twitter. Bah oui, à Tariq Krim, si vous voulez. Je poste pas beaucoup. Hein. J'essaye de poster un lien ou deux qui m'intéressent tous les 2 jours. Donc, je suis un peu moins actif qu'avant, mais en tout cas, j'essaye de poster des choses de qualité. Et si on veut te rejoindre sur Dissident, encourager Dissident? Alors, Dissident aujourd'hui, c'est vraiment un side project. Hein. C'est une suite d'outils. On a un bureau, on a un lecteur de news et on a une bibliothèque avec des millions de contenus du domaine public. Alors, on a fait un modèle sur abonnement parce qu'on ne voulait pas de publicité. On voulait en fait un modèle un peu participatif, une sorte de coopérative où les gens investissent avec nous. Donc, ça coûte 5 euros par mois et on a à ce prix-là tout ce qu'on développe. Et évidemment, allez sur dissident.ai, donc vous pouvez vous abonner, tester. On pourra donner des codes aussi pour que les gens puissent tester gratuitement. Mais voilà, c'était l'idée de faire quelque chose un peu artisanal. Au moment où on avait des grosses machines avec du gros marketing, j'avais envie de faire quelque chose de... À chaque fois, je me suis heurté à Google et à chaque fois, j'ai perdu. Donc, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus petit, d'un peu plus artisanal, avec une équipe incroyable, mais voilà, c'est le produit avant tout. On se compare un peu des fois à un producteur de vin naturel ou des petites entreprises qui font des produits de qualité. Donc, on essaie de faire de la qualité dans le numérique et donc voilà. Merci beaucoup, Tariq. Merci. Merci encore de m'avoir invité.